Bienvenue sur Storm Media. Je suis Salomé de l'agence Storm Communication qui produit le podcast que vous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Yohan Gerayan. Il a un profil multicasquette entre gérant d'un pub emblématique à Marseille, le Blackstone, que vous connaissez peut-être, coach professionnel spécialisé en management, mais aussi investisseur immobilier. Il nous racontera comment il jongle entre ses activités et quel est son quotidien. Bonne écoute. Bonjour Yohan. Bonjour Salomé. Bienvenue sur Storm Media. Merci de nous accorder ton temps. Merci. Est-ce que tu peux te présenter tes activités ? Moi je suis Yohan Gerayan. Alors je suis entrepreneur, on va dire. J'aime bien me qualifier comme ça, on va dire. Mes activités, j'en ai de nombreuses. J'en ai notamment 3 principales. Qui est une activité de brasserie, pub, restaurant à Marseille, avec un pub qui s'appelle le Blackstone. Donc, j'ai le t-shirt qui est là. Nickel. J'ai une société aussi de coaching et d'accompagnement de managers. Ok. Et puis après, j'investis aussi beaucoup dans l'immobilier. Donc, voilà, ça m'occupe aussi une 3e activité assez intense. Sinon, d'un point de vue personnel, voilà, je suis marié avec 2 enfants, 2 petites filles de 8 et 12 ans. Trop bien. Et un chien. Et un chien. Depuis tout à fait. Et un lapin aussi, si tu veux aller dans le détail. Quelques fourmis dans le jardin. Voilà, c'est ça. Nickel. Quel est ton signe astral ? Gémeaux. Ok. Qu'est-ce que ça dit sur toi, sur ta personnalité ? Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Alors, les signes astro, à vrai dire, ça m'amuse plus qu'autre chose. Mm-hmm. Mais je dirais que vu que je fais beaucoup de choses et que Gémeaux, ils sont 2, j'aurais tendance à dire que ça me représente en termes de diversité d'activités, sachant que je suis ascendant Gémeaux aussi, ce qui paraît. Ok. Donc, sympa. tu vois, là, tu me vois, je suis seul, mais on est 4. Ok. Très bien. Donc, ça te représente plutôt bien et c'est assez cohérent. C'est ça. Nickel. T'as eu quoi comme parcours scolaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené là où t'es aujourd'hui ou pas du tout ? Pas du tout. Ok. T'as fait quoi comme études ? Pas du tout. Alors j'ai commencé par faire des études dans le domaine de la physique. Donc j'ai commencé après le bac évidemment à faire des études scientifiques. En fait parce que j'avais un rêve qui était de devenir astrophysicien. Ok. Voilà. Très bien. J'ai été souvent on va dire motivé par mes passions. Donc j'ai suivi un petit peu ce qui me plaisait. Après l'astrophysique, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était quand même un pas qui était un peu trop important pour moi et pour mes capacités, parce que c'est quand même un sacré niveau qu'il faut avoir en physique et en maths théorique. Donc j'ai bifurqué vers une autre passion qui sont les sciences de l'environnement. Okay. Et donc j'ai eu un master 2 en géologie, hydrogéologie. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur dans le domaine de la pollution des sols et des nappes souterraines. Ok, voilà. Très bien. Donc, tu vois, ça, je ne sais absolument aucun lien avec tout ça. Donc, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as bifurqué sur ces activités-là ? Parce qu'à la base, c'était plutôt un parcours complètement différent. Il y a eu un phénomène, une action. Il s'est passé des choses, oui. Alors en fait, faut dire que mon activité de brasserie pub restaurant, c'est plutôt une activité familiale. Voilà, c'est mon père qui est dans le domaine à la base des bars, des restaurants, etc. Donc je l'ai toujours moi aidé, plus ou moins de manière intense dans ses activités. Voilà, on a toujours travaillé plus ou moins ensemble, mais j'ai suivi dès le départ mon chemin qui était à l'origine dans le domaine de l'environnement. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur cité sol pollué. Et puis, comme dans toutes les entreprises, on évolue. Donc, j'ai évolué en tant que responsable développement régional. Et puis après, j'ai été manager d'une petite équipe de 3-4 ingénieurs. Et puis, j'ai fini ingénieur, responsable, manager d'une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, donc répartis sur Lyon et Marseille. Et en fait, c'est là où j'ai découvert un peu le monde du coaching parce que j'ai pas été bien accompagné, on va dire, en tant que manager. Et j'ai découvert en fait que le management et le boulot d'ingénieur c'était complètement différent de gérer des hommes et des humains. Donc je me suis formé beaucoup, auto-formé à beaucoup d'outils et ça m'a passionné. Voilà, j'ai adoré l'humain et la profondeur qu'on peut avoir en touchant avec les outils, l'accompagnement,
tout ce qui est outils de développement personnel et outils de développement professionnel. Et j'ai fait une proposition en fait à mon entreprise en leur disant bon voilà, je pense que dans ma situation en tant que manager, la difficulté dans laquelle j'ai été au tout début sans être formé, etc. Je suis pas le seul à le vivre au niveau de notre entreprise. Donc, je proposais de créer un poste de coach interne. Et donc, pendant 3 ans, ils ont accepté du coup le projet et ça a été génial. Voilà. Et pendant 3 ans, j'ai été coach interne dans l'entreprise où j'ai accompagné environ 200 managers avec des formations, des coachings individuels, collectifs, etc. Et après, en 2018, j'ai quitté mon entreprise en coach interne. Donc, et après, j'ai créé ma société que j'ai appelée La Révolution des Leaders. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, quand j'ai quitté le monde du salariat, du coup, je me suis beaucoup plus investi dans la brasserie pub de mon père où voilà, il commence à dépasser les 70 ans, c'était difficile pour lui. Donc j'ai repris la gérance officiellement et donc là, je me suis investi beaucoup plus et en parallèle, j'ai développé mon activité de coaching. Ok. Voilà. Si je peux revenir juste sur la partie où tu es passé du coup de manager à coach, Ouais. ça a été facile à faire accepter. Comment tu as fait des démarches? Toi, tu as suivi une formation spécifique? Ouais, moi j'ai suivi une formation spécifique de coach, mais après ce qu'il a fallu, et c'était un enjeu assez important parce que c'était un rendez-vous que j'avais eu avec le directeur général et le DRH, où en fait je me suis présenté comme un entrepreneur en fait, où je leur ai dit voilà les avantages, les inconvénients et voilà ce qu'on peut construire dans l'entreprise. Donc ils ont vu beaucoup plus d'avantages et donc ils ont misé sur ce projet. Voilà, super, ouais. Et du coup ça a été pour moi super puisque j'avais 200 managers avec lesquels j'ai pu expérimenter tout un tas de choses. Donc tu t'es entraîné sur le coaching. Exactement. Pour voir ce qui marche pas, voilà, comment tu peux amener les choses et tout. Exactement. Trop bien. En plus j'avais carte blanche, donc ça c'est top. Ah, c'est trop bien. Ok. Et donc le Blackstone, c'est ton papa ton papa, oui. Tu me disais qu'il l'a fondé, ou c'est lui qui est à l'origine du pub, ou est-ce qu'il l'a, il existait depuis, parce que je crois que le pub existe depuis un petit moment quand même. En fait, à la base c'était une brasserie classique. Voilà. Et mon père en a fait un pub, bar à bière. Donc, en 2012, les travaux ont commencé. On a ouvert en mai 2013. Voilà. Donc, cette année, on fête les 10 ans. Ah, mais c'est génial. Mais bon, on va faire une grosse fête en fin d'année. Ah bah, on viendra fêter ça au Blackstone. Du coup, le Blackstone, donc pub emblématique de Marseille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, c'est un bar à bière à la base, oui. Mais vous avez des événements, vous avez quand même une certaine éthique. Voilà, quelles sont les actions qui sont menées au Blackstone et comment tu mènes ça? Où est-ce que tu veux amener ton club et ton pub, pardon, je vais y arriver. Et les gens qui viennent, voilà, quel est le type de public? Est-ce que vous faites des événements? Comment ça marche? Alors assez rapidement, comme tu l'as compris, le domaine de la restauration et la brasserie, c'est pas du tout mon secteur. Donc j'ai pris la direction, mais plus en tant que gestionnaire et manager. Et puis assez rapidement, j'ai voulu mettre du sens à cette activité. Donc comme j'ai l'environnement, c'est ma passion. Donc je me suis dit, si cet endroit, c'est juste un endroit où on vient manger des pizzas et boire des bières, point final, ça m'inspire pas trop et ça va pas, voilà. Donc j'ai voulu donner plus de sens à cette activité et donc j'ai donné une véritable dimension éco-responsable où j'ai pu mettre en place un certain nombre d'actions en relation avec la gestion des déchets, le tri, donc aussi le choix de fournisseurs locaux, l'énergie, énergie verte, etc. On est en train de mettre en place aussi des panneaux photovoltaïques, etc. Donc c'est vraiment un processus de continu d'amélioration. On n'en est qu'au début, mais c'est des actions qu'on mène. Et puis après, un pub, on traîne beaucoup de monde. Et donc dans l'idée, je me suis dit aussi, ça avait du sens pour moi de faire rencontrer les gens autour de thématiques spécifiques. Donc, en l'occurrence, oui, on fait énormément de concerts, énormément d'événements festifs, mais aussi, ça avait du sens d'associer des associations locales aussi pour les mettre en avant, pour parler de leur activité et pour récolter des fonds. Et donc, on en a fait 3-4 et on en fait en général 3-4 par année. Et ça a super bien marché et en fait, ça crée du lien. Donc voilà, pour moi, le Blackstone, c'est vraiment un endroit où c'est un lieu convivial. Et la convivialité, c'est l'accueil du client et c'est aussi le lien que
que l'on peut avoir les uns avec les autres, les clients qui se rencontrent et qui passent un bon moment. Oui, voilà. puis c'est des profils hyper divers qui viennent. Donc, ouais, tout à fait. Sur les associations, tu as eu quoi comme type d'association? Est-ce que c'était aussi en lien avec l'environnement ou pas forcément? Oui, alors il y en a eu une en lien avec l'environnement. On en a fait une dernière soirée, une beach party, et justement dans cette beach party, on a sensibilisé nos clients aux déchets, et notamment aux déchets, à l'enjeu des déchets de la mer, avec les mégots notamment. Donc on a mené des actions sur ce sujet-là. On a participé à la récolte des mégots en proximité de Marseille. Et il y avait des points de récolte et tout ça. Et puis on a fait des actions de communication, de sensibilisation autour de ça. Donc ça, c'était en relation avec l'environnement, mais pas que. Après, on a eu des associations aussi avec des mamans qui étaient clientes du Blackstone et qui avaient aussi des enfants qui étaient touchés d'un handicap divers et qui devaient faire des soins assez compliqués en Espagne, etc., et qui avaient besoin de fonds. Donc les 2 dernières assos, c'était en relation avec des enfants comme ça qui avaient des handicaps assez sévères et qui avaient besoin de fonds. Donc voilà, c'est super bien passé puisque c'est à la fois festif et à la fois on en profite aussi pour que ça ait du sens et de récolter. Donc voilà, on n'est pas là en train de se dire allez s'il vous plaît ou quoi, mais au contraire, c'est autour de la fête et de l'animation que les gens jouent le plus le jeu. Et puis ça, c'est des aventures géniales. Ouais, tu lis l'utile à l'agréable, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc tu mixes tes 2 activités et puis la partie immobilière, tu pourras y revenir après peut-être. Mais le plus gros de ton temps, c'est quoi? C'est un tiers de chaque. Le Blackstone te prend, voilà. Comment tu t'organises? Alors c'est une très bonne question parce que en fait, et c'est ça le problème d'être multi-activité, c'est que c'est pas forcément un tiers. Bah, parce que voilà, ça dépend ce qui s'y passe. Il y a des fois des coups de collier à donner sur certaines activités et des fois des moments un peu plus calmes. Donc quand tout est à peu près calme et sous contrôle, c'est-à-dire quasiment jamais, j'arrive à avoir un planning plus ou moins cool et voilà. Mais après, il peut se passer voilà des événements un petit peu ponctuels qui demandent un investissement particulier. Et puis bon voilà, après ça arrive où des fois les semaines sont chargées et c'est un peu compliqué. Donc je dirais ce qui m'occupe bien. Peut-être un peu plus d'un tiers, c'est quand même le Blackstone, puisqu'on est quand même 17 salariés. Donc, il y a quand même beaucoup de gestion, il y a beaucoup de projets et c'est une grosse entreprise. Donc, forcément, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis après, je dirais, moitié le Blackstone et peut-être 25% pour le reste. Ok, d'accord. À une période, tu m'avais parlé, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça, tu me diras si on a le droit de le mettre, du fait de mettre quelqu'un à la gérance du Blackstone pour t'aider, en fait, pour te délaisser au niveau de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est en place encore aujourd'hui? Et pourquoi tu avais voulu avoir cette démarche? J'imagine que c'était pour te délaisser et pour voilà, avoir un peu du temps sur autre chose. Quand on fait énormément d'activités comme moi, on peut pas tout gérer. Donc forcément, il faut déléguer, il faut confier un certain nombre de tâches à des personnes de confiance. Et donc dans l'idée, alors c'était pas tout à fait une gestion puisque le gérant c'est moi avec les responsabilités, mais par contre un directeur. Voilà. Donc là il y a toujours un directeur qui est en place et du coup voilà, je pilote plutôt. Moi j'ai mis en place une organisation au Blackstone où il y a un directeur et des managers. Et donc je fais plutôt du pilotage avec eux. Et j'interviens bien sûr dans des moments de crise qui peuvent arriver où là forcément on a besoin du grand patron, si on peut dire. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je m'appuie sur une équipe en place. Ouais. Ok, trop bien. Sur la révolution des leaders, du coup, parce que je switch de l'un à l'autre, tu vois bien. J'aime bien, en plus je connais plutôt bien les 2 sujets, donc ça me va. Tu accompagnes des dirigeants. Qu'est-ce que tu fais? Tu les coaches un par un? Comment ça se passe? Alors moi, je les coach un peu. Il peut y avoir du coaching individuel. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est du coaching en groupe, justement, entre managers. Parce que le management, c'est avant tout un partage d'expérience aussi. On s'enrichit énormément des expériences des uns et des autres. Et je trouve que accompagner les managers en groupe, ça multiplie en fait au final l'apprentissage. Parce qu'il y a d'une part mon apprentissage et mon accompagnement personnel sur la base de concepts théoriques et certains cadres du management, mais aussi le groupe s'enrichit mutuellement. Et on peut faire des entraînements entre pairs, PAIR, et ça rend le processus au final d'apprentissage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant. Donc moi, j'aime beaucoup faire ce type de démarche.
Alors c'est soit des managers qui viennent de tous horizons qui se connaissent pas, ou alors ça peut être aussi des managers qui sont dans la même entreprise. D'accord. Et donc où on lance un processus global d'accompagnement des managers, donc des groupes de managers entre 10 et 15 managers. Voilà. Et puis après, il peut y avoir en parallèle aussi des accompagnements individuels. Voilà. Ok, trop bien. Comment ça se passe? C'est sur 6 mois, 1 an, tu détermines ça avec l'entreprise? Oui. Le management, c'est un petit peu comme une évolution. C'est une évolution personnelle, le management, et rien ne se passe rapidement. Voilà. Donc c'est un processus d'apprentissage. La dimension humaine, quand on est manager, on apprend énormément sur soi. Parce que c'est un petit peu comme avec les enfants, c'est les salariés sont le reflet un petit peu de notre énergie, de la manière dont on dirige l'entreprise. Ils nous renvoient à des forces, à des faiblesses, et donc forcément c'est un processus d'apprentissage personnel. Et ça prend du temps pour se remettre en question. Ouais, c'est compliqué parce que évidemment, on a des angles morts, et donc pour enlever les croyances limitantes qu'on peut avoir sur certains sujets, pour enlever des habitudes qu'on a depuis potentiellement des dizaines d'années, ça se fait pas un jour. Et c'est un processus. Donc c'est pour ça que généralement, même les accompagnements de coaching individuel, ça dure en général plusieurs mois, avec des rencontres tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis même les accompagnements de groupe, là aussi ça dure plusieurs mois. En moyenne, c'est 6 mois. Oui, c'est logique parce qu'il y a aussi le temps que les gens réfléchissent. Est-ce que tu leur donnes des exercices à faire entre chaque session pour qu'ils se posent des questions? Oui, c'est il y a la théorie. Et après, il y a la mise en pratique. Et donc, après, il y a l'analyse de la mise en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de faire un petit peu ce ping-pong entre le concept théorique que je comprends, mais après, la mise en œuvre, où là, c'est déjà un peu différent parce que je le mets en œuvre, mais à ma manière. Donc, forcément, et donc après, il y a le feedback aussi, et c'est comme ça qu'on apprend par l'expérience et par la mise en pratique. Oui, et puis ils sont humains, ils ont chacun leurs sentiments, leurs ressentis, leur façon d'y aller ou pas y aller. Ouais. Absolument. Pas simple. Non. Qu'est-ce qui différencie du coup la révolution des leaders de d'autres coachs ou d'autres coachings? Qu'est-ce que toi tu apportes? Donc c'est le fait que ce soit en groupe, ton expérience du coup du fait d'être pluriactivité, le fait que tu aies plein de choses. Est-ce que tu as autre chose, je sais pas, une valeur que tu aimerais partager? Il y a déjà quand on fait appel à un coach professionnel, forcément, il y a la personne. Donc, moi, j'ai une énergie particulière, j'ai une expérience particulière, et j'ai une approche particulière. Donc, ce qui différencie du coup la révolution des leaders, c'est évidemment mon identité. Donc, moi, ce qui me caractérise, évidemment, c'est que je suis dirigeant aussi. Donc, je suis pas que formateur et coach. Donc, ça présente l'avantage aussi de comprendre un petit peu les enjeux de manager, de mettre en pratique moi-même, je mets en pratique un certain nombre de choses. Je vois aussi les limites et la puissance de certains outils. Et donc, je peux mieux comprendre un petit peu l'univers des managers. Et donc, ça me donne un peu plus de puissance quand je les accompagne. Je comprends mieux un petit peu les problématiques. Donc ça, c'est vraiment une des facettes. Après, moi, j'adore dans l'accompagnement vraiment être très large et mélanger un petit peu tout. Et toutes les approches. Donc ça aussi, je fais de la process communication, c'est un outil psychométrique. Je fais de l'équi-coaching avec les chevaux. Je fais de la PNL, c'est un des outils aussi de développement personnel. J'accompagne en groupe, en individuel, en vidéo, en visio. Donc pour moi, c'est vraiment le plus large possible, de manière à ce que il puisse y avoir plusieurs rythmes dans l'accompagnement et plusieurs dimensions. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait un petit peu ma caractéristique. Et puis mon expérience, après, c'est le groupe. Donc forcément, je suis plus à l'aise aussi dans la dynamique de groupe, et c'est ce qui fait un petit peu l'identité de la révolution des leaders aussi. Mais bon, dans le mot révolution des leaders, il y a aussi quelque chose d'important. C'est quand même, c'est pas anodin le choix du nom. Voilà, c'est la révolution, et en plus le terme révolution, c'est une énergie forte. Mais j'ai mon logo que c'est un colibri. Oui. Donc voilà, c'est vrai que la révolution, elle doit se mener à titre individuel dans tous les secteurs d'activité, et on doit mener notre propre révolution. Mais ça se fait petit pas par petit pas aussi, comme pourrait le faire un colibri à son niveau, à son échelle. Mais voilà, moi
j'adore voir les gens passer d'un paradigme à l'autre, d'une croyance à l'autre. C'est vraiment le boulot de coach. Et après, les résultats sont tellement incroyables que voilà, c'est très gratifiant après, évidemment, pour le coach. Mais au-delà de cet ego-là, ça donne du sens de rendre les gens heureux, tout simplement. Je le fais dans mon activité du Blackstone où je rends les gens heureux, mais d'une certaine manière. Et là, dans l'accompagnement des managers, je les rends heureux aussi d'une certaine manière, hein, parce que le management, ça peut être une descente aux enfers si vraiment on s'y prend mal ou si on n'a pas les outils, mais ça peut être aussi un formidable outil de développement personnel et professionnel. Donc voilà, selon l'accompagnement et selon comment on est outillé, ça peut virer soit d'un côté, soit de l'autre. Donc évidemment, avec mon action, j'essaye plutôt que ce soit du bon côté. Que ce soit utile, c'est ça. Clairement. Donc par exemple, un chef d'entreprise qui aurait besoin d'être accompagné, coaché individuellement, oui. Vraiment, il n'a pas d'équipe, il est tout seul, mais il veut faire croître sa société. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi ou pas vraiment? C'est pas forcément ce que tu cherches. Alors, une personne qui a pas d'équipe à manager, ses enjeux, ça va plutôt être du business développeur, donc il va plutôt vouloir se développer et croître au niveau business, et peut-être structurer son activité. Donc on va dire, c'est moins mon domaine là. Moi, j'interviens beaucoup quand il a à chapeauter des équipes, voilà. Alors après, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des entrepreneurs qui étaient seuls, mais parce qu'ils avaient beaucoup de prestataires. Alors voilà, ça peut s'apparenter comme étant du salariat, même que c'est un peu différent. Mais dans l'idée, il y a la même dynamique aussi de je te donne une directive, j'attends des résultats, je délègue. Il y a des points communs quand même. Voilà. Est-ce que du coup, tu as une typologie de client particulière, tu as une taille d'entreprise minimum, un nombre minimum de salariés? Non, il n'y a pas de taille ni de typologie. Dans les faits, c'est plutôt des PME. Voilà. Et puis, généralement, moi, j'aime bien accompagner les managers de terrain. Donc, ce qu'on dit les managers de proximité, c'est-à-dire les managers qui sont en direct avec soit les ingénieurs, soit les techniciens. Voilà. Donc, c'est en général ma cible. Voilà. Et donc, par contre, les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui me commandent, donc c'est soit les dirigeants qui veulent accompagner leur ligne managériale, soit les DRH qui veulent faire évoluer les ou alors qui ont identifié un manager qui est en difficulté. Et là, j'ai eu ça cette semaine, donc voilà, c'est pour ça que je t'en parle. Et donc là, on mène une action en partenariat avec la direction des ressources humaines pour les aider, les accompagner. Parce qu'il faut aussi lui faire prendre conscience au manager qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas facile à accepter de se dire mince, il y a quelque chose qui cloche. Le coaching, c'est pas du tout miraculeux. C'est juste il y a de bons outils, mais après le travail, c'est nous, on donne les conditions pour que ça se passe. Après, c'est le travail et le chemin, c'est à la personne de faire. Donc, si elle n'est pas OK, ou si elle n'a pas conscience, ou si elle n'en a pas envie, il se passe pas grand-chose. Donc, en effet. Un peu de volonté, quand même. C'est ça. Ce serait dommage, sinon. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaite se lancer dans le coaching, devenir coach ou aller vers ce métier-là, ou aussi un jeune qui puisse avoir envie de faire plein d'activités pour varier ses activités? Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Dans le coaching, j'en rencontre beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le coaching. Après, je me considère pas moi comme un vieux coach quand même. Ça fait pas très longtemps non plus que je suis dans le domaine, mais je pense que on peut pas se passer d'avoir conscience de son identité de coach et du secteur vraiment bien précis dans lequel on veut se lancer. À travers cette identité, ce storytelling qu'il peut y avoir aussi, parce que souvent voilà, moi, mon expérience, c'est de passer de manager à coach professionnel aussi, mais du coup, j'ai l'expérience des managers et du management. Donc, c'est ce qui fait un petit peu, moi, mon identité. Mais après, je rencontre énormément de coachs qui ont vécu, par exemple, des situations de harcèlement moral. Donc, ils veulent accompagner ça, de burn-out. Donc, ils veulent accompagner le burn-out. Ou alors, en dehors de la sphère professionnelle, des situations un peu plus difficiles aussi. Donc, il y a coach de vie. Voilà. Donc, c'est vraiment trouver son axe, son identité propre, qui fait sens pour soi et d'y aller à fond. Et après, se diversifier. Mais voilà. Dans un premier temps, il faut être très précis et après élargir et pas essayer de vouloir tout faire en même temps. Au risque de pas être identifié, enfin de pas avoir suffisamment de
d'une niche précise. Et quoi. puis de crédibilité aussi, Voilà, parce que quand tu démarres, c'est bien de dire je suis spécialisé dans ça, quoi. C'est ça. Alors après, pour les gens qui veulent se lancer dans une multi-activité, ça c'est moi c'est ce qui fait. Je sais pas s'il y a une règle par rapport à ça. En tout cas, moi, ça donne du sens on pourra en parler sur pourquoi je fais tout ça, etc. Mais après, oui, il y a plein de règles autour de ça. Mais c'est pas. Il faut que ça soit dans un premier temps une volonté personnelle d'avoir une richesse d'activités, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, il faut vraiment se dire allez, j'ai envie de faire plusieurs activités. Voilà, c'est pas une fin en soi, donc j'allais dire dans un premier temps essayer de voir comment vous ressentez vous les choses et puis. Et à quel moment c'est venu? Parce que du coup t'as viré vers le coaching et puis du coup en même temps t'as géré le Blackstone où il y a eu un temps de latence, et à quel moment tu t'es dit je vais pouvoir faire deux choses et les deux vont s'additionner et ça va le faire? C'est quoi l'ordre des choses? En fait, j'ai toujours été comme ça depuis toujours très petit. Je voulais faire plein de choses parce que je suis passionné par plein de choses. Et donc me limiter à une activité, je me suis dit c'est dommage étant donné que j'ai envie de faire plein de choses. Bon, alors forcément après maintenant j'en suis arrivé à un stade où je suis obligé de refuser et de limiter parce que j'ai une bande passante qui est quand même assez limitée. Donc j'ai des frustrations parce qu'il y a des choses que je voudrais faire, j'ai des choses que j'ai des idées géniales, je me dis si c'est parce que le boulot d'entrepreneur c'est ça, c'est avoir une idée et la mettre en œuvre. Donc des idées, moi j'en ai une à la seconde, et donc il faut que j'accepte aussi de me dire non, cette idée elle sera pour plus tard. Pour le moment, continue à développer tes activités et puis après tu vois. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça génère de la frustration et puis mais bon, à un moment donné, faut s'autodiscipliner aussi sur ça, sinon on se perd quoi. Mais toi, il y a un sens pour lequel tu le fais, ça t'anime, quoi. C'est vraiment en toi, t'as besoin de faire plusieurs choses. Oui, et même dans ma sphère personnelle, je fais du stand-up, je me suis mis au stand-up là, voilà, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Je fais beaucoup de sport, je fais du trail, je fais du crossfit. Bon, voilà, j'adore voyager aussi. J'adore voyager, je fais énormément de choses aussi à titre personnel. Donc c'est un petit peu mon ADN, dans mon ADN, ça. Oui, t'as besoin de te ressourcer avec plein de choses différentes et de pas t'ennuyer, mais je comprends. Je vais passer à une question qui m'a fait bien réfléchir parce que je la pose à beaucoup de personnes et à chaque fois j'essaye d'identifier des sujets. Si tu devais écrire un livre, est-ce que tu y as déjà pensé déjà? Et est-ce que tu aurais un sujet en particulier que tu aimerais aborder? Si je devais écrire un livre, je voudrais en écrire beaucoup. Oui, c'est ça. Je dirais, je m'intéresse beaucoup en ce moment, depuis quelques temps, sur le lien entre le sport et le management et l'entreprise. Et c'est très intéressant parce que dans l'état d'esprit du sportif, il y a des choses qui sont duplicables à l'état d'esprit du dirigeant. Et donc ça m'intéresse beaucoup parce que des fois quand je développe et quand justement au niveau du sport, parce que quand même là aussi je fais pas les choses à moitié, donc quand je fais du sport j'y vais assez fort, donc forcément ça me challenge aussi au niveau sportif et ça m'apprend énormément de choses que je duplique aussi dans mon entreprise. Et souvent ce qu'on dit c'est que les grands sportifs de haut niveau qui sont bien câblés, souvent ils s'en sortent bien en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce qu'ils ont quelques clés et une manière d'aborder la vie et d'aborder le travail qui est assez spécifique. Donc voilà, ça m'intéresse énormément parce que je vois plein de choses à chaque fois qui fait le lien. Et donc voilà, ce serait un livre sur ça. Sur ce sujet-là, parce que tu as plein de choses entre la persévérance, le fait de définir des objectifs, vouloir aller au bout des choses. C'est hyper lié. Hein. Par exemple, un des apprentissages là sur le lien entre le domaine du sport et le domaine du management, c'est quand on fait du sport, généralement, quand on a un objectif qui est donné, par exemple gagner les JO, on a un plan d'entraînement qu'on prépare avant, et puis ensuite quand on est dans l'entraînement, on se pose pas trop de questions, on y va à fond et on décroche un petit peu le cerveau. Voilà. Et c'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil, sauf que le côté je décroche le cerveau et j'y vais à fond, on arrive moins à le dompter parce qu'il y a l'ego qui revient et le bruit
interne qui prend sa place. Et souvent, c'est ce qui pêche dans l'entrepreneuriat ou dans les dirigeants, c'est qu'à un moment donné, ils se disent bon, oui, alors si je fais bien, alors là, je me pose la question, alors peut-être que je m'y prends mal et peut-être que je devrais faire ça un peu plus tard et peut-être que non, c'est qu'à un moment donné, il y a le plan et il faut y aller à fond. On se pose zéro question, on y va, on se donne tous les moyens, toute l'énergie et ensuite on fait un point et un feedback. Mais on se pose pas des questions en cours de route. Et parce que les questions en cours de route, quand on a le plan qui est établi, c'est ce qui nous fait procrastiner au final. C'est ce qui fait qu'on établit un plan de match pour la journée ou pour la semaine et qu'on fait tout sauf ce qu'on a prévu. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de résultats à court et à moyen terme comme on l'a escompté. Alors que dans le domaine sportif, là, on a juste à mettre ses chaussures et aller courir. Oui, c'est ou ça. À mettre ses chaussures et aller à l'entraînement. Ouais. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus facile. Voilà, parce qu'on est moins parasité par le mental. Oui, le quotidien où tu te poses plein de questions. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai que dans le quotidien, forcément, on a des sollicitations externes et tout ça. On n'est pas comme si on était sur une piste de course où il y a personne qui nous dérange, on a juste à courir et à se donner à fond. Voilà, là, oui, des fois, il y a le coup de téléphone qui sonne, les imprévus, des ci, des là, et qui nous éloignent au final du plan de match, quoi. Et t'as pas de bouton off quand t'es dans le quotidien. Voilà, exactement. Tu parlais des objectifs des sportifs. Ouais. Toi, t'as un objectif. De sportif? Oui. Oui. Tu peux nous en parler? Oui. Alors, je suis très investi en ce moment dans le trail. Ouais. Et donc, je fais des gros trails, des ultra trails. Donc, mon plus gros, ça a été 106 km. Et bravo. Incroyable. Et mon dernier, c'était le week-end dernier. J'ai couru 5 km hier. J'étais au bout de ma vie. Ouais. Pardon. Ouais, c'est toujours pareil. Après, c'est une histoire d'entraînement. Voilà, mais je me suis remis depuis 2 semaines. Alors, voilà, bon, c'est normal. Ça donc, va. Tout va bien. Et puis le dernier là, c'est le week-end dernier dans les Alpes où j'ai fait 57 km. Wow. Donc voilà, c'est génial parce que là aussi dans cette aventure là, étant donné qu'on part sur plusieurs heures et qu'on va pousser dans nos retranchements en termes physiques, on en apprend beaucoup sur soi. On en apprend beaucoup sur notre capacité à gérer la douleur, à gérer notre bruit interne aussi, où il y a tout le corps qui dit non mais arrête-toi. Carrément. Et en fait, on découvre qu'on a énormément de ressources, donc et qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on imagine aller. Ouais, voilà, donc ça m'entraîne au niveau physique. Et puis après, je me suis passionné aussi pour l'alpinisme. Mm-hmm. Et donc, voilà, j'ai fait le Mont Blanc aussi l'année dernière. J'ai fait quelques sommets de plus de 4000. Après, j'ai fait aussi cette ascension de plus de 4000 au Maroc, parce que les ascensions des sommets de plus de 4000 sont facilement accessibles au Maroc parce qu'ils sont pas enneigés comme en France où il y a besoin que de cramponner parce qu'on évolue sur des glaciers en France, donc c'est un petit peu pareil. Voilà. Et puis après, oui, aller au-delà. Donc il y a un projet que j'ai toujours en tête, mais qui est un peu modéré justement, et parce que ça, justement, il y a le sens et la logique qu'il y a derrière aussi qui vient chahuter un petit peu mes valeurs. C'est que je me suis dit, voilà, t'es passionné de sport, d'alpinisme, donc pourquoi pas faire l'Everest. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est vrai que en m'y penchant sur le projet, en y allant à fond et en me disant quels sont les tenants, les aboutissants, je me rends compte que l'Everest, c'est devenu un peu une industrie. Une industrie qui pollue, qui est pas très écolo, voilà, qui est pas très écolo, qui pollue énormément, et puis surtout qui draine aussi un certain nombre de riches américains qui prennent 3 fois plus de bouteilles d'oxygène, 3 fois plus de Sherpa pour pouvoir y aller, qui vont en hélicoptère au premier camp de base pour éviter de marcher. Bon, bref, c'est toute une industrie, parce que après, voilà, c'est le Népal. Le Népal vit uniquement par rapport à ça. Ouais. Donc, ce projet qui avait sens pour moi de dire, ça serait un sacré défi sportif. Je suis en train de me questionner si vraiment, à la lumière de tout ça, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça a du sens? Voilà, parce que évidemment, faire ça pour le faire, ça a pas d'intérêt. Donc, surtout qu'en plus, moi, je voulais porter un message aussi de changement, un message autour des enjeux environnementaux qui sont pour moi essentiels dans le monde dans lequel on vit et là où dans les années qui suivent.
Donc voilà, je vais peut-être bifurquer sur autre chose mais en tout cas pour le moment c'est encore à l'étude. Ok, voilà. Donc tu as d'autres choses en tête. J'ai d'autres choses en tête, ouais, que je dirais en temps voulu. Il y a plein de sans possibilités problème. de toute façon. C'est clair. Ok. C'était quoi ton métier de rêve quand tu étais enfant? Comme j'ai pu te dire, dès l'âge de 6-7 ans, quand j'ai commencé à mettre la tête dans les étoiles, j'ai tout de suite eu comme waouh, une connexion forte avec l'univers et tout ça. Et donc très tôt, je me suis passionné pour l'astronomie. À l'âge de 9 ans, déjà, je lisais des livres d'astronomie, ça me passionnait. Et donc, ça m'a tenu longtemps puisque j'ai voulu en faire mon métier, comme je t'ai dit, jusqu'à mes études universitaires. Là, aujourd'hui, je l'ai gardé comme passion. Oui. Voilà. C'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Donc, voilà. Mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment d'étudier les étoiles et d'être astronome ou astrophysicien. Ok. Voilà. Trop bien. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, ce serait où? Là, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'aurais dit Canada. Vraiment, bon, ça peut être encore. Je crois que au final, je me dis que le lieu n'a peu d'importance pour moi au final, mais c'est le cadre qui est essentiel. Donc, avec qui tu es aussi, voilà. Ça joue énormément. Donc voilà, plutôt dans la nature. D'accord. Au contact de la nature et d'un espace plutôt sauvage, idéalement. Voilà. Et c'est en projet ou pas forcément? Oui, c'est en projet. J'ai ça en tête et je sais que, alors je finirai pas à élever les brebis dans le Larzac, mais presque peut-être. Je te vois mal, quoi que tu pourrais courir avec tes brebis. Oui, c'est ça. Mais au moins d'avoir un lieu de ressourcement. Bon, après, j'habite en périphérie de Marseille, c'est quand même la campagne. On est en plein massif de la Sainte-Baume, donc c'est quand même aussi sauvage. Mais voilà, j'imagine un truc avec plus de forêt, plus de... Voilà. Ok. Est-ce que tu as des livres à nous partager, 3 livres favoris, et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ils te plaisent? Alors moi, je lis très peu de livres qui sont, on va dire, des romans. Voilà. Je lis plutôt des livres techniques en relation soit avec le coaching, soit avec le développement personnel, soit avec les finances, la gestion, etc. Donc voilà, c'est donc le premier livre là qui me vient en tête parce que c'est un des premiers que j'ai lu et qui m'a fait aussi aimer le coaching, c'est Pouvoir limité de Tony Robbins. Okay. Voilà, où Tony Robbins c'est the coach voilà, au niveau mondial. Après, il y en a qui aiment pas. Bref, c'est pas le sujet, ça. Mais en tout cas, en termes d'approche, j'ai beaucoup aimé son livre et ça m'a permis à moi de m'enlever un petit peu, de croire en moi et en fait de me donner plus de puissance dans ce que je peux être et ce que je peux faire. Ok. Voilà. Donc c'est ton livre numéro 1. C'est mon livre numéro 1. Ouais, je pense que en fait il y a des livres comme ça. Moi aussi je lis pas du tout pas du tout de romans en fait. Je trouve ça ennuyeux, mais après c'est mon point de vue. Et après je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est que t'as tout le temps envie d'apprendre des choses pour être utile professionnellement. Et du coup, c'est vrai que lire des livres en lien avec l'entreprise, comment gérer tes équipes, comment t'améliorer, et aussi personnellement, parce que de toute façon, tu peux pas améliorer et développer ton entreprise et ton équipe si toi personnellement tu t'améliores pas, quoi. Enfin, clairement, tu l'as dit, notre coaching c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que voilà, les romans c'est bien, mais au bout d'un moment c'est un peu trop romancé et avoir des vrais conseils. Alors parfois t'as des livres d'entrepreneuriat qui sont quand même un peu du vent, et en coaching j'imagine que c'est pareil, mais je trouve ça intéressant de toujours t'ouvrir, découvrir des choses et tout. Et d'ailleurs là je viens juste d'acheter un livre sur justement les finances, donc si t'en as aussi à me conseiller, je suis preneuse après, parce que je suis en train de carrément. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire vraiment le plus, numéro 1, et qu'est-ce que tu dirais si tu l'as rencontrée? Est-ce que tu en as une? Ouais, là j'en ai une qui me vient en tête, c'est Mike Horn. Ok. Voilà. Très bien. Parce que c'est une personne qui est déjà d'une incroyable gentillesse, en tout cas, qui est d'une grande humilité aussi, et qui fait des choses incroyables tout simplement. Et c'est vrai, pour moi c'est la personne qui a su mettre ses talents, on va dire, naturels, puisque bon, pour en arriver où il en est aujourd'hui, il a forcément des prédispositions naturelles qui sont un petit peu hors normes, mais il a su les exploiter, il a su aller au bout de ses rêves aussi, tout en s'appuyant sur ses talents.
et ça donne des personnes incroyables qui sont super inspirantes. Il a vécu des choses, il a quand même failli se prendre un iceberg dessus, et il a réussi à, enfin, il est fou, tu te rends compte que petit, il est parti, enfin bref, c'est clair que son histoire, elle est assez incroyable, et puis tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Comme quoi, après, c'est toujours pareil, c'est vrai que ses limites, il défie toutes les limites humaines qu'on peut imaginer, mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est un gars qui vient des forces spéciales, donc c'est un câblage intellectuel qui est très particulier, c'est un entraînement qui est aussi hors norme particulier, c'est un état d'esprit, une compréhension de la nature, de l'environnement, enfin voilà, ça nous semble beaucoup pour nous comme un immortel, mais après il y a pas non plus de miracle, c'est force d'entraînement, de motivation, c'est ça, exactement, et de savoir où on va. Et tu voudrais lui dire quelque chose si tu le rencontrais? Je voudrais bien qui faire un petit périple avec lui, un petit défi sportif avec lui. Bien. Donc si je l'avais en face de moi, je lui demanderais si on peut faire un truc. J'aimerais bien le froid, voilà, le pôle Nord, voilà. Donc un petit périple dans le pôle Nord avec lui, ça serait top, quoi. J'avoue que ça peut être pas mal. Moi, je vous regarde, hein, vraiment, j'adore Mike Horn, mais je suis pas prête. Est-ce que tu as aussi une citation? On était sur les inspirations. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien, que t'aimes bien, une petite phrase? Oui, il y a une citation qui avait été dite lors d'un festival de Cannes, il me semble bien, je crois que c'est Xavier Dolan, il me semble. Enfin, je me souviens de la citation, mais je crois que c'est Xavier ou Christopher, je sais plus, je crois que c'est Xavier. Bref, et qui dit je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et donc pour moi, cette phrase, elle résume complètement le boulot de l'entrepreneur et de toute personne au final. Il faut oser faire les choses, oser sortir de sa zone de confort, oser prendre des risques. Et ça, il faut le faire. Rêver, c'est la base de tout. C'est-à-dire que sans rêve, même si c'est pas forcément décrocher la lune, mais c'est des rêves qui sont très humbles, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ce qui nous pousse à vouloir aller plus loin et à oser justement travailler. Voilà, on l'oublie parfois, mais il y a rien, absolument rien qui se passe sans travail. Et donc ça, faut pas l'oublier, parce que parfois quand on attend des storytelling ou des vidéos YouTube ou quoi, on a l'impression que c'est miraculeux et tout ça, mais il y a toujours beaucoup de travail derrière. Et puis n'abandonne jamais. Bon voilà, c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui avancent pas, ou les entrepreneurs qui se disent j'ai brûlé le bateau derrière, j'avance, quoi qu'il en soit, j'avance, et si c'est pas ce chemin-là, c'est l'autre chemin, et si c'est pas l'autre, c'est l'autre, mais c'est jamais abandonné. Mais ça, c'est voilà. Clair. Et par rapport à ce que tu viens juste de dire, c'est au niveau des coachs que tu peux voir sur YouTube, etc. Est-ce que parfois ça t'énerve pas un peu la façon dont ils amènent la chose? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois ils dégradent l'image des coachs. Ils sont là à te dire tu as besoin de ça, et bien viens, on va te vendre une formation, et en plus des formations en ligne, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Tu vois, des fois je me dis ces coachs-là, moi, ils me donnent pas alors moi, heureusement, donc du coup, toi, je te connais, et puis je connais d'autres coachs qui sont quand même très qualitatifs. Et j'ai eu des clients qui faisaient ça, donc je connais un peu le secteur. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien, il peut se dire le coaching, c'est un peu du bullshit, et c'est un peu, tu vois, voilà, on me vend un peu du rêve, quoi. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi, parce que maintenant, c'est un terme. Presque les coachs professionnels ont honte de le dire, parce qu'il y a coach de tout et tout le monde se dit coach, et on a l'impression que c'est le métier de truc, de dire voilà. Bon, après évidemment dans le coaching il y a énormément de formations, il y a des formations qui durent 15 jours, il y en a qui durent 3 ans. Donc forcément, on sort pas de là avec les mêmes outils et la même et puis il y a des coachs aussi qui se servent du coaching pour faire leur propre thérapie. Donc bref, après c'est vrai que dans l'approche, il y a de tout. Je crois que après, bon, sans dénigrer chacun, je crois que il faut suivre un petit peu les feelings et les ressentis que l'on a. Et puis il y a des gens qui sont inspirants pour les uns, moins inspirants pour les autres. Je crois qu'il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, moi, c'est sûr que donner des leçons, c'est pas mon truc. Je parle beaucoup de mon expérience aussi, donc de ce qui de ce que j'ai vécu, et donc voilà, j'attache beaucoup d'importance à l'exemplarité et à montrer en fait
comment par le coaching on arrive à se dépasser, mais en me l'appliquant moi-même. Donc je trouve que c'est plus inspirant à partager ça que donner des leçons, tout ça. Bon, après on est obligé de passer par là aussi. Il y a des règles de coaching ou des règles de management où on donne des règles et des leçons aussi d'une certaine manière. Mais après, c'est un peu comme des cours, quoi. On prend ce qu'on a à apprendre. Qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ça? Moi, j'ai un coach en tête. Pardon. Désolée. Je sais pas, ça doit encore être une pub en plus. Voilà, c'est bon. C'est moi qui suis la mauvaise élève sur le téléphone. Par rapport à ça, je pense à un coach en particulier que moi je suis, que j'apprécie, mais je trouve que ces publicités, elles sont mauvaises. Alors, bon, je suis dans le marketing, donc du coup j'ai le point de vue, tu vois. Mais j'adore pour autant certaines de ses vidéos et je regarde un petit peu ce qu'il partage sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très qualitatif. Mais quand je suis ciblée par une de ses pubs YouTube, je trouve que c'est mauvais. Et je parle de David Laroche. Tu le connais? Oui, bien, très bien. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De ses pubs ou de lui? Globalement. Alors David Laroche, c'est pour moi c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que déjà c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu l'univers du coaching au tout début quand je t'ai parlé de formation que j'avais fait tout ça. Moi j'ai suivi David quand il était au tout début de son ascension avec qu'il était encore sur Lyon et tout ça. Donc c'est une personne qui aussi part de très loin et qui a pu mettre en application tout un tas d'outils qu'il enseigne aujourd'hui. Et donc moi je trouve que déjà rien que son évolution, rien que d'où il part et où il en est aujourd'hui, c'est déjà respectable et suffisamment assez incroyable pour dire il a forcément quelque chose à apporter et quelque chose à faire. Après aujourd'hui, David Laroche, c'est une industrie. C'est ça. Voilà. Et c'est sa volonté d'impacter le maximum de monde possible. Donc aujourd'hui, il a une société, ils sont plus de 60. Donc forcément, qui dit industrie dit publicité de masse et donc ciblage de masse. Et puis on peut être heurté par son côté un petit peu commercial. Mais bon, après. Quelqu'un qui a l'ambition d'impacter le maximum de monde possible, forcément, faut y aller. Faut y aller, quoi. Après, c'est juste que, tu vois, quand je regarde ces vidéos ou ces contenus qui sont très, très qualitatifs, très structurés, je vois sa pub où il me dit, toi, qui? Je me dis, mais non, David, c'est pas, tu vois, c'est pas logique. Mais, après, je trouve quand même que, tout ce qu'il a pu faire, et tu vois, il disait, j'écoutais un podcast, parce que du coup, j'écoute aussi moi-même des podcasts, récemment de lui, qui est passé sur le podcast d'Andrea Ben Saïd, qui a une agence de SEO. Il disait que son objectif, c'était de créer carrément une IA internationale pour coacher les gens et que tout le monde puisse être coaché. Et je trouve ça, il est dingue, son rêve. Et je pense qu'il l'atteindra parce qu'il il sait comment y aller. Donc. Ouais, tout à fait. Non, mais en plus, dans les outils, David, moi, je suis aussi l'EDEC, c'est son école de coaching. Honnêtement, pour avoir fait énormément d'écoles et de m'intéresser aussi à beaucoup d'outils, il a une expertise, en tout cas son sujet, il a tellement travaillé son sujet et il a tellement fait appliquer, fait des feedbacks, réappliquer, ajuster, réappliquer, et ça c'est vrai qu'il le fait au quotidien, que dans la finesse de ses outils et dans la manière dont il les donne, c'est vraiment très qualitatif. Et donc ça c'est sûr que en termes d'expertise c'est inégalé. Alors après sa manière de faire du commerce, ça c'est autre chose. Ou t'aimes pas, c'est ça. Mais bon, on est pas mal. Est-ce que tu as d'autres questions que tu penses qu'il y aurait pu y avoir? D'autres questions? Ça me paraît plutôt pas mal. Bon, je suis plus allée sur le coaching à la fin au final parce que voilà. Mais par contre, moi j'en ai une dernière. Oui. C'est est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander que tu aimerais qu'on fasse passer sur Storm Media, qui soit un entrepreneur, un artiste ou quelqu'un qui crée globalement, mais dans la région, qui soit ici et qui puisse venir se poser à ta place? Écoute, je pense là à mon prof de stand-up justement. Ouais, parce que il fait des vidéos, il fait beaucoup de scénettes aussi humoristiques au niveau des canaux de communication classiques comme YouTube ou TikTok. Et ça marche pas mal. Et en plus, je le trouve très drôle il fait ça en seul ou en couple. Et c'est un personnage un peu atypique qui peut aussi avoir du sens dans ça, parce qu'il développe aussi son activité. C'est un monde artistique, c'est particulier. Donc voilà. Ok.
Et ben carrément, écoute, on l'invitera. Ouais. Super. Bon bah merci Yoann d'avoir été là. Et puis merci à toi. Écoute, on partagera tous les liens du Blackstone, de la Révolution des leaders et d'autres projets s'il y en a qui viennent, avec grand plaisir. Ouais. Et puis on te suit sur les réseaux sociaux, t'es sur LinkedIn? Oui, je suis sur LinkedIn beaucoup sur la Révolution des leaders. Et puis après, le Blackstone, on est sur LinkedIn aussi parce qu'on fait justement des locations de journée pour les entreprises. Mais après, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour les activités nocturnes. Ça marche, super. Voilà. Merci Yoann. Merci à toi. Trop bien. Ça vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.